Et il frappe à la porte, on dit « Police, ouvrez ». Et mon père a ouvert la porte. Et c'est à ce moment-là que ma mère a dit « Notre fille est née en France, c'est une Française, vous n'avez pas le droit de la déporter ». C'était le commissaire, il a dit « On ne sépare pas les enfants des familles, nous on a du cœur ». Je m'appelle Agnès Buisson, mon nom de jeune fille c'est Rugère. Au moment du Veldiv, j'avais 8 ans et nous habitions 28 rue du Buisson Saint-Louis dans le 10e. Alors, mes parents venaient tous les deux de Varsovie. Ils avaient émigré en 1925. Mon père était imprimeur-relieur. En Pologne, c'était en quelque sorte un bourgeois. Et il est arrivé à Paris, il est devenu le manard. Il fallait apprendre un métier et les seuls qui permettaient d'apprendre un métier étaient les patrons juifs. Et il a appris la maroquinerie et il est devenu maroquinier. Pour lui, ça a été épouvantable. C'est vraiment la descente, je ne dirais pas vers la mort, mais ça a été presque ça, de l'échelle sociale. Et ma mère, par contre, elle n'a pas pu faire d'études. Elle était modiste en Pologne. Et puis à Paris, elle est devenue petite main et elle était dans la couture. Mon père s'est immédiatement inscrit comme engagé volontaire. Il a fait la guerre de Sedan et bon, voilà. La France a perdu la guerre. Il était à Toulouse et ma mère lui a dit « Reste à Toulouse, je viendrai avec Agnès ». Et mon père n'a pas voulu parce que les militaires lui disaient « Vous ne craignez rien, vous étiez engagé volontaire et il n'y aura pas du tout d'exaction sur vous. » Enfin bon, je ne sais pas ce qu'il leur a raconté. Et mon père les a crus et c'est comme ça qu'il se retrouvait à Paris, dans la gueule du loup. Engagé volontaire. Et souvent, il disait volontiers, quand il est venu en 25, il se retenait pour ne pas embrasser les pavés de Paris, tant il était reconnaissant à la France de les avoir acceptés. Parce qu'en Pologne, c'était épouvantable. Alors, il a réagi par le déni, mon père. Et ma mère était sûre que, voilà, que c'était perdu, parce qu'elle savait ce qui se passait déjà en Pologne. Elle savait surtout ce qui se passait en Allemagne. On savait tout. Ma mère savait tout. Et mon père ne voulait pas croire. Et ma mère qui voulait partir en zone libre, et mon père qui ne voulait pas. Enfin bon... au drame environnemental, il y avait un drame à l'intérieur de notre maison. Et un jour, il y a eu l'étoile jaune. C'est pire que tout. Cette étoile jaune, pour la prendre, il fallait l'acheter. Soit par des tickets, on avait des tickets d'alimentation, mais des tickets d'alimentation pour les tissus. Or, c'était dit de les coudre à petits points. Et ma mère, elle les a cousus à grands points, avec une rage. Et on sentait qu'on était enfermés. Et ma mère, tous les jours, disait si on reste là, on va tous mourir. C'est sûr, on va tous mourir. Et mon père ne voulait rien entendre. Le 15 juillet, je suis allée avec mon père boulevard Belleville. Et mon père était avec des connaissances.
Et moi, j'étais assise sur un banc, je regardais les gens passer dans le boulevard. Et d'un seul coup, j'ai vu arriver des jeunes filles et des jeunes gens en bicyclette. Et ils se sont approchés de moi et m'ont dit « Va vite dire à tes parents que demain, il y a une grande rafle et qu'il faut absolument vous sauver. » C'est à ce moment-là que je suis allée voir mon père et je l'ai tiré par la manche, il était avec des amis, et j'ai dit « Papa, demain, il y a une rafle et nous allons être tous pris. » Il s'est laissé faire, mais dans mon oreille, il a dit « Il ne faut pas les croire, ce sont des communistes. » Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit la même chose. Et ma mère a dit « Eh bien, on s'en va. On n'a rien besoin, on s'en va. » Et mon père n'a pas voulu. On a frappé à la porte et ma mère avait dit à son mari, à mon père, « Surtout n'ouvre pas, la porte est blindée. » Et il frappe à la porte, on dit « Police, comme vous savez, ouvrez. » Et mon père a un moment d'hésitation. Et c'est à ce moment-là que la concierge qui était derrière a dit « Insistez, ils sont là. Je ne les ai pas vus descendre hier. » Et mon père, il a eu comme certainement une bouffée d'angoisse et il a ouvert la porte. Et c'est à ce moment-là que ma mère a dit « Nous ne sommes pas 3, nous ne sommes que 2. » Et le gendarme, non, c'était le commissaire, il a dit « Vous êtes 3 ?» Elle dit « Non, notre fille est née en France, c'est une Française, vous n'avez pas le droit de la déporter. » Et c'est à ce moment-là qu'il a dit on ne sépare pas les enfants des familles. Nous, on a du cœur. Et ma mère, là, qui était terriblement puritaine, elle se serait vendue pour me sauver la vie. Elle aurait fait n'importe quoi. Elle était là avec tous les gens tout autour, à moitié nue, et dit « Vous ne pouvez pas la prendre, vous ne pouvez pas la prendre. Elle est française, vous n'avez pas le droit. » Et je me souviens de m'être approchée de ma mère avec ma jupe plissée que vous voyez là, avec ma jupe plissée et un petit corsage en disant t'as oublié ma jupe plissée et un pull vert en jacquard. Voilà, pull vert en jacquard. Ma mère me dit je ne les prends pas. Où on ira, tu verras, on nous habillera. Chaque famille avait son flic. Et c'est à ce moment-là que ma mère a commencé à quitter le groupe. Un groupe de 3, 4 personnes, a quitté le groupe pour avoir des nouvelles un peu partout. Et les gens étaient là, affalés, et ils n'avaient pas d'idée. Les uns disaient ça, les autres disaient ça. Ils acceptaient leur sort. Et elle a décidé que je m'évade toute seule. Tu es assez grande pour prendre le métro et tu vas chez grand-mère, chez ma grand-mère. On savait qu'ils n'étaient pas déportés. Elle me taillonnait tellement que j'ai accepté. Et puis, après on y dit, au bout d'un moment, elle a dit à mon père, la petite va s'évader. Et nous sommes partis ensemble. Et avant de partir, elle a demandé la permission au flic de pouvoir s'éloigner. Et le flic nous a donné la permission parce que je devais aller faire pipi ou avoir tout à fait une raison, je ne me souviens pas, mais je crois que c'est pipi ou boire, enfin bon. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu un moment de folie. Après m'avoir arraché mon étoile qui tenait qu'à un fil, elle a arraché la sienne. Et elle m'a dit c'est pas moi qui va parler parce que moi j'ai un accent, c'est toi qui parleras.
Ce dont je me souviens, c'est que on a passé par cette horde de gens qui attendaient là. Et dans la rue, moi, ce dont je me souviens, c'est que cette rue était vide. Et qu'il y avait des gendarmes qui se donnaient la main pour ne laisser sortir personne. On s'approche, on va dans cette rue vide, on s'approche, et moi je demande aux gendarmes, est-ce que je peux passer, monsieur? Et les gendarmes nous laissent le passage, et nous partons. On prend la première bouche de métro, c'était plein de flics, plein de commissaires, plein de gendarmes. Mon père était mort avant d'être mort. Il ne pouvait pas imaginer que la France le tromperait. Et mon père a été pris en otage. Au lieu de rester quelque temps à Drancy, 2 jours après, il a pris un train numéro 7, convoi numéro 7. Il est mort 2 mois après, et il est mort curieusement à l'infirmerie, ma fille a trouvé. Il est mort à l'infirmerie d'Auschwitz. Et le médecin a marqué insuffisance musculaire grave. Et il a marqué l'heure exacte de sa mort, 4h10, le 15 septembre. Mon père n'a pas pu survivre, hein. Bien que c'était un homme en pleine forme, 45 ans, il n'a pas pu survivre, parce qu'il s'est trompé. C'était pas un militant. C'était pas un militant. Il pouvait pas imaginer que la France le tromperait. Ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. On a essayé d'aller chez les gens pour prévenir notre famille, mais ils avaient tellement peur qu'ils n'ont même pas donné un verre d'eau, ils nous ont laissés dehors et on a déambulé dans Paris et puis on est monté au but de Chaumont et puis à un certain moment, on a rencontré ma grand-mère et le premier soir, on a été dans un atelier de cartonnerie désaffecté. On y est resté 2 jours pendant que mon oncle a cherché un passeur pour nous faire passer la ligne de démarcation. Et on a fini par trouver un passeur. Et à ce moment-là, il y a un homme déguenillé qui est arrivé. Il a commencé à nous faire marcher des heures et des heures dans la campagne. Et d'un seul coup, ma mère dit à notre passeur, « Écoutez, vous nous faites tourner en rond. » C'est la 3e fois qu'on repasse par le même endroit. Et ce passeur, après avoir écouté ma mère, dit tout à coup, « Eh bien, je ne vous ai pas dit, on est en zone libre. » En zone libre? Oui, oui, vous êtes en zone libre, vous allez tout droit, vous trouvez une petite route asphaltée, et puis au bout de la route asphaltée, il y a un café. Et il nous laisse au milieu du chaume, en pleine nuit. On a marché comme ça pendant un quart d'heure, on est tombé sur un passage à niveau, et c'est là où c'était marqué en allemand, défense de passer, on a le droit de tirer à 300 mètres. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu les pédales. Je voulais retourner voir mon père. Bon, elle a été suffisamment énergique pour me traîner. On s'est traîné pendant 300 mètres. Il y avait du gazon. Puis on est arrivé dans zone libre. On est vivant par hasard.
Je suis encore bouleversée. Et puis j'aime à dire que malgré le bonheur qui m'entoure, je suis restée en exil, une enfant cachée, et c'est encore présent. C'est encore présent. Alors en cette période-là, 80e anniversaire de ma mort en devenir, parce que je sais que j'ai vécu que par hasard, un fil. Vous voyez cette photo? Écoutez, comme nous sommes partis si précipitamment, c'est la seule chose qui nous reste. Et c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est juste comme ça, un arrêt sur l'image. Je sais simplement, comme dit Barthes, qu'il a existé. Barthes disait « La photo montre que l'être humain a existé ». C'est ça, il a existé.